je vais me présenter. Donc là, nous allons être deux personnes, deux présentateurs. Il y a d'une part, donc moi je m'appelle Jean-Marc Provence, je suis le fondateur du cabinet Digixit. Le cabinet Digixit, c'est grosso modo, donc là j'ai repris un extrait de slide, c'est 5 disciplines qui sont rassemblées dans des mêmes équipes, c'est-à-dire qu'on a des équipes pluridisciplinaires qui vont intervenir sur des espaces-temps très très courts pour accompagner des entreprises dans leur transformation digitale. C'est-à-dire qu'on va les aider à s'organiser pour être capable de mieux réagir face à un monde en mouvement, qui est de plus en plus en mouvement, qui est de plus en plus complexe, et donc on considère, on a pris une réflexion qui est de dire si on ne se met pas ensemble avec au moins les 5 grandes expertises que sont l'état d'esprit collaboratif, la stratégie data, l'excellence opérationnelle, la communication au sens digital, et puis tout ce qui est système d'information, bah, quelque part, si on n'est pas en même temps capable d'accompagner l'entreprise, bah, ça va pas le faire et ça va pas aller dans le sens de la performance pour l'entreprise. Voilà. Donc, je rentrerai pas dans le détail des différentes propositions que peut faire Digixit. On a des webinars qui sont organisés autour de ça et vous pouvez les voir en replay sur le site de Digixit sur www.digixit.com. Donc, c'est une première chose. Donc, je rappelle un peu le principe des webinars. Donc, le webinar, c'est on a 2 webinars par mois. Il y a un webinar qui est plutôt généraliste et qui tourne autour de c'est quoi la transformation digitale, c'est quoi les contraintes, les difficultés, etc. Donc ça, c'est un premier track. Et puis, il y a un deuxième track en parallèle qui est le deuxième webinar qui est plus orienté sur nos disciplines. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans le fond, qui sont intéressés à focaliser un petit peu plus dans le détail sur les disciplines, de manière à en mieux appréhender ce que ça peut leur apporter. Et on essaye, dans la mesure des possibles, d'être dans des use cases, dans des cas concrets, essayer de les imager de façon le plus simple possible. Et surtout, de ne pas faire l'erreur de basculer dans la technologie pour la technologie. L'éternel sujet du digital, c'est quelque part de dire, dans le fond, je prends mon application, je vais l'améliorer, l'optimiser, puis dans le fond, j'ai digitalisé mon entreprise. Donc le sujet, il n'est pas là. L'IT peut être un moyen à disposition d'un objectif de transformation, mais en aucun cas un objectif à part entière. Ceci étant dit, donc il y a Mouldi Atig qui va aujourd'hui nous faire une présentation sur les architectures. Donc bonjour Mouldi. Bonjour. Alors l'exercice il est un peu compliqué parce que à Digixit, le but des webinars, c'est d'essayer de rendre les choses les plus claires possibles pour des gens qui ne sont pas nécessairement des hyper experts. Hein. Là, on est véritablement dans un sujet très technique. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu en fonction des interlocuteurs que nous avons, qui est, pardon, décidément, qui est soit de pouvoir avoir une vision quand même de c'est quoi l'enjeu et les raisons pour lesquelles je dois aller vers ce type d'architecture, hein. Et puis un autre aspect qui est des gens plus techniques qui ont besoin d'en savoir un petit peu plus et de bénéficier de l'expérience de Moody là entre autres on va parler des microservices hein, qui sont de l'agilité et du cloud. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Moody, mais une fois de plus, vous avez peut-être toujours un risque à un moment donné de soit trouver que c'est trop généraliste, soit trop technique, mais je pense que l'exercice mérite quand même d'être fait, et je pense que ça peut apporter à tout le monde une vision assez globale de ce que veut dire aujourd'hui l'IT dans le monde du digital. Voilà. Bah, écoute, Moody, je te laisse la parole, et allons-y, c'est parti. Donc, bonjour, Médiatique, bienvenue sur le webinaire sur comment intégrer l'architecture, comment adapter l'architecture IT pour la transformation digitale. Du coup, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une nécessité absolue de basculer dans le cloud pour pouvoir répondre aux besoins, aux nouveaux besoins des entreprises et des métiers pour
avoir une architecture plus modulaire et flexible qui permet d'exploiter au maximum les avantages du cloud. Et ceci permet avant tout d'optimiser les coûts d'exploitation, d'apporter un... Alors, pardon, je me Alors, on rapproche du demande micro. un petit peu plus fort, donc on va essayer de Rajuster le son. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça ou pas? Très bien. Super. Et donc du coup, ce qu'on disait, c'était donc les principaux avantages du cloud, c'est l'optimisation du coût d'exploitation. Donc effectivement, on ne maîtrise plus, enfin on ne maîtrise plus, on n'a plus à gérer les serveurs et les installations et toute l'exploitation qui a derrière ce qui est en place jusqu'à aujourd'hui. On a un accès universel sur les applications et toutes les données qu'on a réussi à centraliser au niveau du cloud et donc qui sont accessibles aujourd'hui depuis n'importe quel terminal, depuis sa tablette, son ordinateur portable, en entreprise ou à la maison et effectivement sur les applications, sur les supports mobiles qui sont aujourd'hui de plus en plus déployés. Et de plus en plus diversifié. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec une multiplicité de supports qu'il va falloir être capable d'adresser, et ça devient de plus en plus complexe pour les entreprises pour y arriver. Et aussi, donc, le gros avantage du cloud aujourd'hui, ça permet d'avoir une flexibilité, une évolutivité et une maintenabilité très forte et d'ajuster les ressources immédiatement aux besoins du métier. Voilà, donc ce qu'il faut retenir quand même dans la notion de l'IT aujourd'hui par rapport au digital, c'est que malgré plein de débats autour du cloud, qui est je vais mettre mes données privées au niveau dans un endroit que je maîtrise pas, par exemple, des choses comme ça, une entreprise qui ne bascule pas en 2018 dans le cloud n'a aucune chance de survivre. Au moins, il faut être très très clair. Et alors apparemment, il y a toujours une demande de plus de son, donc on va essayer d'augmenter le son si c'est possible. Et on maîtrise pas nécessairement plus le son, donc on va se rapprocher du micro. Et donc, bien se rappeler que aujourd'hui, toute entreprise a obligation de basculer dans le cloud. C'est une vraie remise en cause fondamentalement pour ces entreprises parce que c'est une révolution, quoi. Ça remet complètement en cause toutes les architectures et tous les systèmes d'information. Et voilà. Et tout ça doit se faire dans un espace-temps très très court. Donc c'est vraiment le premier paradigme dans cette notion du digital qui est de pouvoir y aller. Et du coup, forcément, pour profiter au maximum de tous les bénéfices du cloud, il faut donc s'adapter, il faut adapter ses méthodologies pour pouvoir déployer une application rapidement. Il faut donc adapter plus de souplesse et réduire les délais de livraison, de conception et de développement pour déployer les applications. Donc, je vais pas revenir sur les principes de l'agilité. Je pense qu'ils sont assez étendus, mais pour faire un bref résumé de ce que nous propose l'agilité, c'est on définit un besoin, on définit ce qu'on appelle le backlog produit. On rentre dans le processus de développement et de déploiement de l'application, l'intégration et le déploiement continu. Et on arrive. Alors, si on Alors, ce que je propose, c'est que pour les questions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ça va être un petit peu compliqué pendant la présentation d'y répondre, mais la question a été posée et on y répondra bien évidemment à l'issue de la présentation. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs en introduction, mais qui va durer 10 minutes, 10-15 minutes, et puis ensuite vous avez 30 minutes à votre disposition pour les questions et les réponses. Voilà. Mais en tout cas, la question est bien notée et on y répondra immédiatement après la présentation. Et du coup, pour revenir au slide qui est devant vos yeux, c'est un impératif de passer en agilité pour pouvoir répondre à un besoin donné en un temps record. Voilà, donc deux impératifs, hein. Le premier, je n'ai pas le choix et il faut que je puisse basculer dans le cloud, et on en a vu les avantages qui sont essentiellement des avantages de coût et de souplesse d'utilisation. C'est grosso modo les métiers qui se soulagent de toute la partie technique pour pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Et on a d'autre part
aujourd'hui un processus qui est tiré par ce monde en mouvement. On est dans un monde en perpétuel mouvement, c'est de plus en plus complexe et il va falloir être capable de s'adapter très très vite au niveau IT. Donc je veux dire au niveau de mes applications qui sont à disposition en B2C ou des choses comme ça, ben, il va falloir faire évoluer mon application mobile par exemple dans un espace-temps très court. Et seule aujourd'hui l'agilité le permet, c'est-à-dire qu'on travaille sur des itérations courtes pour produire dans des délais très courts quelque chose qui est utilisable et qui est pertinent vis-à-vis de l'utilisateur. Donc là, on est vraiment dans la notion du UX, hein, de user experience. Et, et voilà. Donc, comment aujourd'hui être en mesure donc de basculer dans le cloud et de bénéficier de tous ces avantages et d'autre part d'être dans un processus avec des délais de plus en plus courts qui me permettent de réagir à un monde qui se déplace de plus en plus vite. C'est grosso modo les deux grands sujets qui vont animer la recherche d'une architecture adaptée. Donc du coup, pour arriver à nos fins, répondre à un déploiement dans le cloud optimisé et puis une méthodologie agile qui permet de développer des fonctionnalités rapidement et de les déployer rapidement, on a un exemple simple qui est l'architecture en microservices. Donc on voit clairement l'évolution depuis la révolution informatique où on avait des applications assez denses, monolithiques, où là c'est très bien représenté par un plat de spaghettis, donc on ne comprenait pas très bien au bout d'un certain temps quand l'application prend du volume et qu'elle commence à engendrer les fonctionnalités et à grossir en ligne de code, etc. On a souvent tendance à s'y perdre. On est passé dans les années 2000 vers des architectures ACOA qui ont permis de découper plutôt en couches techniques nos applications, qui permettent d'avoir une visibilité un petit peu meilleure que ce qu'on avait en tout début de l'informatique. Et depuis les années 2010, les architectures microservices ont fait leur apparition. Et là, on se rend bien compte que on peut avoir la maîtrise complète sur une fonctionnalité et bien l'isoler de tout le reste de l'application. C'est-à-dire que si on a besoin de faire évoluer une toute petite partie de l'application, on peut se concentrer sur cette petite partie de l'application sans impacter le reste de la totalité de l'application. Donc là, on voit bien le gros intérêt sur ce schéma qui me plaît beaucoup, c'est l'application monolithique. Il fallait mobiliser toutes les ressources du projet pour faire évoluer un projet, pour faire évoluer une application et pour faire avancer son application. Donc du coup, ça monopolisait beaucoup de ressources et en termes de coûts d'exploitation et de coûts d'évolutivité et de maintenabilité, ça demandait beaucoup de ressources. Là, pour le coup, les applications monolithiques, les applications en architecture microservice permettent de se concentrer sur une fonctionnalité et de dispatcher les ressources que l'on a sur des évolutions bien définies. Donc le gros avantage des applications microservices, c'est aussi la scalabilité. À une certaine époque, quand on voulait ajouter des ressources, etc. Pour améliorer les performances d'une application, il fallait absolument dupliquer la totalité de l'application sur un ensemble de clusters, sur faire du load balancing, etc. Et c'était typiquement dupliquer les applications. Donc du coup, ça demandait à chaque fois beaucoup plus de ressources. Il fallait multiplier les ressources plutôt que de les dispatcher de façon cohérente. Et avec l'arrivée des microservices, on voit bien dans le schéma de droite que on peut concentrer nos ressources sur une fonctionnalité qui a besoin de plus de consommation que les autres fonctionnalités, et ça permet de répondre à un besoin spécifique pour une fonctionnalité donnée. Et donc ça nous permet d'avoir une scalabilité beaucoup plus pointue et beaucoup plus forte. Bon, je pense que c'est
Donc, dans les architectures microservices, le, 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 le principal, comment dire, complexité, c'est le découpage fonctionnel, d'atteindre une granularité qui permette de définir des domaines fonctionnels cohérents et qui n'ont pas d'interaction avec le reste des domaines fonctionnels de l'entreprise. Donc du coup, la démarche du découpage fonctionnel, c'est on récupère la totalité des documents et du retour d'expérience des autres applications. On définit en quelque sorte des spécifications très globales, très macro de ce qu'on a besoin. On crée des workshops et on se réunit en équipe pour définir le découpage fonctionnel. On définit un périmètre fonctionnel bien défini et ensuite on définit un catalogue produit sur lequel on va pouvoir se concentrer et couper les tâches pour bien avoir à... je perds mes mots là. On crée un catalogue produit pour pouvoir définir cette architecture microservice. Voilà, puis il y a deux aspects derrière le catalogue, hein, c'est que c'est en fait d'une part il y a une notion évidemment d'organisation fonctionnelle. On a aussi derrière la notion de quelque part de rendre accessible la fonction, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit crédible et qu'elle soit logiquement positionnée à un endroit intéressant de manière à ce que le futur utilisateur qui va vouloir accéder à un microservice y aille assez naturellement et sans ambiguïté. Et donc ça, on définit ici un processus de livraison rapide. En quelque sorte, il peut paraître assez technique comme présentation, ce schéma, mais je vais en faire plutôt une présentation d'abord globale. J'entrerai dans les détails un petit peu des différents composants qui sont représentés ici si ça intéresse. Et donc du coup, le processus de livraison rapide, c'est on a des éléments en entrée. Donc typiquement, on a le catalogue produit, donc tous les différents récits utilisateurs. On a défini une certaine norme et méthodologie, certaines normes et méthodologies qui sont en cohérence avec la volonté de l'entreprise. Et régulièrement, on peut utiliser aussi des outils de générateurs de code ou tout simplement se baser sur les ressources internes de l'entreprise. Ensuite, on passe à la phase réalisation, une fois que tous ces éléments sont définis, on passe à la phase réalisation, donc avec un gestionnaire de ressources pour partager les ressources, les développeurs qui sont inclus dans la phase de réalisation, et tout ça en méthodologie agile, donc défini dans un sprint en particulier. Le process de livraison rapide passe obligatoirement par l'industrialisation. Donc du coup, là, on a pris des outils bien particuliers qui sont Artifactory, Jenkins et SonarCube, qui sont les plus répandus sur le marché. Typiquement, on passe par ces outils-là pour assurer un build de son application et la construction de l'application pour s'assurer une qualité de livraison du code. Et ensuite, on passe à la phase livraison. Donc, typiquement aussi ici, c'est les produits les plus dépendus sur le marché. Donc on va parler de Docker et de Kubernetes, qui est un produit qui est de plus en plus en vogue en ce moment, qui est la plateforme cloud en fait. Et donc on passe donc du catalogue produit vers le développement. On clique sur un bouton pour faire les livraisons et s'assurer de la qualité du code. Et on passe directement dans le cloud à partir de l'intégration continue. Donc du coup, pour arriver à nos fins et respecter une architecture IT qui puisse nous accompagner dans la transformation digitale, il y a quelques points effectivement de vigilance à ne pas oublier. Donc du coup, il y a une nécessité d'accompagner les hommes vers le changement. Donc on parle beaucoup de conduite du changement, mais c'est pas anodin. Donc du coup, tout le monde peut faire du microservice, tout le monde peut travailler en méthodologie agile, mais il y a besoin d'accompagner les ressources qui existantes, le legacy,
pour pouvoir les adapter, les rentrer dans un processus de transformation digitale. Et ça passe effectivement par un plan de transformation personnalisé en fonction des besoins et de contexte de l'entreprise. Et on peut aussi, le troisième point qui est à mettre en évidence, c'est les nouvelles architectures, peuvent être intégrées et ingérées très facilement, de façon très aisée, mais il va falloir accepter l'intégration de nouveaux métiers comme les DevOps et les nouveaux profils agiles tels que les Scrum Masters etc. Alors, juste parce que, toujours pareil, le format de présentation est volontairement court, hein, parce qu'on essaie de ne pas abuser du temps de chacun. J'aurais peut-être une dernière question avant de passer la parole à nos participants. C'est grosso modo, donc tu as toi une expérience très opérationnelle dans une grande entreprise française et qui a abouti récemment donc de façon opérationnelle. Donc grosso modo, quel est le temps pour partir d'une architecture traditionnelle vers ce type d'architecture? Ça, c'est le premier point. Hein, c'est un peu le délai opérationnel que tu as pu observer. Le deuxième, peut-être, c'est la question autour de est-ce qu'il y a eu des grandes difficultés? S'il y avait quelque chose que tu as à retenir de cette expérience? Alors, tu l'as mis dans les points de vigilance qui apparaissent ici, hein, devant nos yeux, mais est-ce que ça, il n'y a pas quelque chose qui t'a un peu surpris par rapport à ce que tu imaginais au moment où vous avez démarré? Alors, déjà, pour pouvoir répondre à ta question, il faut se placer dans un contexte où c'est une entreprise qui a ses processus et qui a eu un petit peu de difficulté à entrer dans le cloud et à adopter ces nouvelles façons de faire. Pour le coup, nous, dans le contexte de mon entreprise, on a mis en place on a adopté l'architecture microservice de façon très aisée. Donc du coup, on a juste défini certaines lignes de développement avec des choix technologiques forts qui sont complètement à l'encontre de ce qui se faisait à une certaine époque. On a mis en place une architecture cloud avec un PaaS, un IaaS et un CaaS. Donc c'est les plateformes as a service, containers as a service et puis l'infrastructure as a service. Et donc du coup, c'est une cellule qui a été créée de toutes pièces pour proposer ce nouveau service cloud au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc le processus s'est fait de façon très relativement simple et relativement adopté par tout le monde, parce que tout le monde était volontaire. Mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les applications ne sont pas forcément adaptées pour le microservice. En gros, plus une application est complexe et dure à faire évoluer et dont les domaines fonctionnels sont bien définis, va avoir plus de facilité à entrer dans une architecture microservice. Donc, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, du coup, on part sur une granularité assez macro et ensuite on arrive sur une granularité de plus en plus fine pour avoir des domaines fonctionnels bien séparés les uns des autres. Et donc, le processus est assez long au départ, mais le gain est juste incroyable. En 3 semaines, on est capable à partir de récits utilisateurs, on est capable de livrer une fonctionnalité qui est complètement indépendante des autres fonctionnalités. En gros, on a une application qui est en cours de développement, on s'est fixé un temps et un budget limité, et arrivé là, le projet il est en cours, il se terminera normalement en septembre, on s'arrêtera avec le budget qui nous a été accordé, et l'application sera opérationnelle et pourra être utilisée par l'utilisateur finaux. Et ensuite, on passera sur la seconde phase, un lot 2, où on fera évoluer et puis on apportera les nouvelles fonctionnalités à cette application. Donc oui, c'est... Ok, très bien. Donc aujourd'hui, et l'espace-temps, parce que la question c'est quoi? Ça vous a pris des mois, des années, grosso modo, entre le moment où... parce qu'on a compris que c'était donc une cellule à part, hein, quelque part c'était une façon de faire la démonstration de la capacité de ce type d'architecture de manière à ce qu'elle soit adoptée naturellement
par les structures plus classiques. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes dans cette phase-là. Et après, j'imagine qu'il y aura tout doucement en fait un transfert de tout ce qui est le monde fonctionnel, comment on appelle ça, des anciens systèmes. Et ça se fera par itération successive dans le temps, et puis tout doucement, ça Exactement. migrera, Alors quoi. là aujourd'hui, l'objectif alors je travaille pour une grande banque française, donc l'objectif de cette banque, c'est de à terme passer toutes les applications de l'entreprise dans le cloud. Donc dans cette Et l'objectif dans le temps, comme ça, parce que c'est toujours intéressant de se faire une idée, c'est est-ce qu'ils se sont donné une deadline de quand ils auront basculé l'ensemble des applicatifs? non, alors pas pour l'ensemble des applicatifs, on y va par étapes. Hmm. Du coup, il faut effectivement ne pas brusquer les gens dans le changement et pour que ce soit accepté par tout le monde. Donc du coup, en fait, on se fixe un timing en fonction des applications qui sont volontaires au départ. Et à partir de 2020, toutes les applications auront pour objectif final d'intégrer le cloud et éventuellement de passer en microservice si le besoin s'en prête. Ok, super. Bon, bah, là, on a un petit peu débordé de notre temps de présentation, mais bon, c'est souvent comme ça. Alors, on va repartir sur la remarque de Jean-Marie, hein, qui nous faisait une remarque sur effectivement, on a des aspects aussi du cloud. C'est une révolution budgétaire et comptable, puisqu'effectivement, on va éliminer les immobilisations. Et donc, à partir de là, bah, ça va être quelque chose d'assez intéressant pour le bilan des entreprises. Et c'est là où, effectivement, les actionnaires sont plutôt gourmands de ce genre de propositions. Donc ça, c'est clair, c'est effectivement un avantage important. Bon, je pense que l'aspect de toute manière financier, que ce soit immobilisation ou autre, est évident. Par contre, il y a un gap assez important entre le fait de pouvoir complètement s'approprier le cloud, même si on a de plus en plus des solutions qui permettent maintenant carrément de réécrire des applications avec des choses relativement sophistiquées, et entre autres les microservices le démontrent, hein. Voilà, donc et c'est surtout, je pense qu'il y a un point qui est très important, hein, c'est la capacité du cloud. Par exemple, j'ai besoin de 10 000 boîtes email pour demain matin. Eh ben, a priori, le fournisseur de cloud doit être capable de me fournir ces 10 000 boîtes aux lettres du jour au lendemain. Quand on était dans des infrastructures plus classiques, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait faire une commande, il fallait installer les serveurs, il fallait machin. Donc il fallait un certain nombre de semaines, voire de mois, pour pouvoir profiter de cette nouveauté. Alors les questions sont, vous êtes ouvert à toutes les questions. Il n'y a pas de questions sophistiquées ou pas. C'est voilà. Alors, donc là on est sur effectivement la présentation. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure qui était le legacy. Merci. Euh, Alors, microservices. D'accord. Donc là on est bien sur ton sujet du fonctionnel. On reprend la question. Donc question sur la transition du legacy vers les microservices, hein. C'est quid des référentiels de données intégrés dans les applications legacy et comment gérer la transition vers des référentiels répartis sur les microservices, hein. Moi, ce que j'aurais envie de dire, ouais, je laisserai après la parole à Maudit, c'est que de toute manière, le legacy, en général, il reste avec son référentiel. Et quelque part, on a comme point d'accroche le nouveau référentiel qui est celui des microservices. Et puis, on va, au fur et à mesure, se reprendre la partie fonctionnelle. C'est bien ça? Oui, en fait, donc c'est dans le principe de la méthodologie Agile, c'est comment intégrer le métier à ce processus de transformation. Donc, en gros, le découpage, on ne peut pas repartir d'une application, il faut repartir from scratch. On ne peut pas non plus prendre une application et se dire, celle-ci, on va la découper de bout en bout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les applications monolithiques, qui ont souvent des architectures tierces, le découpage est fait de façon technique. Pour refaire le découpage fonctionnel, on a besoin d'intégrer le métier à ce processus et donc repartir en quelque sorte de zéro. C'est la seule phase qui est un peu lourde au démarrage pour les microservices. D'ailleurs, on aurait dû garder le slide sur la productivité. Au départ,
quand on adopte une architecture microservice, la productivité est beaucoup plus pesante que pour une application monolithique. Dans l'application monolithique, on a les spécifications fonctionnelles qui sont détaillées, qui sont définies dès le départ, et on peut atteindre une productivité très élevée dès le début du projet. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, on se rend compte qu'elle est compliquée à maintenir et à faire évoluer. Donc du coup, la complexité pour faire enfin, le temps que ça prend pour faire les développements et pour livrer de nouvelles fonctionnalités est de plus en plus pesant. Or, pour une architecture microservice, effectivement, la productivité au démarrage est un peu moindre, justement à cause de toute cette mise en place. Mais par contre, elle est assez constante dans le temps. Et donc, du coup, au final, on a un gain de temps qui n'est pas du tout négligeable, qui est de l'ordre de 50 à 70% de gain de temps. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui sur nos projets. Oui, donc c'est vraiment très très significatif. Et en plus, ça permet, à la fois, il y a ce gain de temps, et puis ça permet de profiter de tous les avantages du cloud, quoi, qui est quand même un détail par rapport à tout ce qui est legacy. Alors j'ai vu qu'il y avait Jean-Marie qui essayait de nous écrire quelque chose, mais j'espère que Bruno, on a bien répondu à la question, parce que Très bien. Et donc du coup, faut pas hésiter si vous avez des questions un peu plus techniques ou fonctionnelles sur les microservices, sur l'architecture, sur la mise en place de tout ça. Effectivement, c'est des sujets qui sont très intéressants parce qu'on a souvent peur de se lancer dans les microservices et se dire qu'on va tout reprendre à zéro pour tout casser. Très bien, merci Raphaël. bon, donc très bien. Ok pour Bruno. Donc Raphaël, bon, super. Est-ce que il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? On a encore devant nous, si nécessaire, une petite dizaine de minutes. Fois plus, toutes les questions sont bonnes. N'hésitez pas. Bon, super. Écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, que j'attends une dernière, encore 3 minutes, histoire d'être sûr de bien vous écouter. Bruno, peut-être? C'est effectivement métaphysique, hein, parce que... Oui, en quelque sorte, oui et non. On peut les considérer comme des objets, effectivement, mais c'est un peu plus qu'un objet, puisque ça regroupe ses propres méthodes et attributs, comme on pourrait le dire, comme tu le spécifies bien, Bruno. Et donc, du coup, effectivement, c'est un peu... Ah, zut, j'ai perdu mon écran. Donc oui et non. Ça, en fait, c'est les microservices, si on veut, c'est des micro-applications. Donc du coup, ils vont comporter leurs propres objets fonctionnels, ils vont se rapporter à des tables bien particulières en base de données. C'est vraiment des choses très fonctionnelles. Mais effectivement, elles portent leurs propres méthodes et attributs qui sont réutilisables à souhait dans vers d'autres applications, tout simplement. En fait, elles sont partageables.
plus qu'elles sont déployées dans le cloud. Les microservices, c'est souvent des services exposés via des web services, etc. Donc du coup, elles sont réutilisables. Toute la programmation aujourd'hui est quand même appuyée sur l'objet, hein, donc difficile d'y échapper. Donc je veux dire, c'est quoi? Là, c'est effectivement une vraie question métaphysique, c'est que de toute façon, de toute manière, tout est porté par cette logique, quoi. Bon, bah écoutez, je pense que, alors à moins que je vois qu'il y a encore éventuellement une dernière. Ok, bon bah super. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On le mettra à disposition en replay rapidement, dans les 24 heures. Et si vous avez la moindre question, on est accessible très facilement via LinkedIn, via le site digixit.com. Et surtout, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez même envie d'un jour d'aller partager un café, vous serez les bienvenus. On a aussi également tous nos apéritifs de la transformation digitale, à quel moment où on peut se rencontrer physiquement. Le dernier avait lieu mardi qui vient de se passer. Et le prochain, l'annonce va être bientôt faite. Vous recevrez une information sur la date pour le mois de mars. Écoutez, merci beaucoup et bonne journée à vous et à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.